Bonjour, merci d'être là. Guy Trudel. Je suis architecte. Donc, j'ai fait mon cours. Oups. Ici, OK. Je fais mon cours en architecture. Je suis un aménagiste du domaine public à la Ville de Montréal. Donc, je suis plutôt je pourrais dire dans le domaine pratico-pratique. Donc, je vais vous présenter ce qu'on fait à la Ville de Montréal. J'espère que vous allez bien aimer ça, dans le sens où il y a disons qu'on se pose jamais vraiment la question de la biodiversité. On agit sur le territoire avec des solutions fondées sur la nature, de toutes sortes de nature, en fait, que ce soit des nus, des biorétentions, des jardins de pluie, etc. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait sous l'angle de la biodiversité sur des questions qu'on se pose quotidiennement, à savoir si ce qu'on fait a des éco-bénéfices. Est-ce que ça agit sur des îlots de chaleur? Est-ce que la population est plus heureuse, en fait, ou elle peut bénéficier de ça? Mais on se rend compte que d'en avoir fait depuis les 10-15 dernières années dans le milieu urbain, on se rend compte que les gens, de plus en plus, sont... comment je peux dire ça? Ils bénéficient de ce qu'on fait parce que on nous en demande toujours de plus en plus d'en faire. Donc, quand je suis dans un milieu municipal, donc la grande ville de Montréal, nous avons des contraintes comme tous les grands organismes. Et là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'on fait sous l'angle de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature. Donc, on voit ici, là, c'est ça que je vais vous faire comme vraiment un tour d'horizon, ce qu'on peut faire sur la ville de Montréal. Ici, on voit ce qu'on appelle une saillie drainante, c'est-à-dire que c'est une avancée de trottoir. À Lyon, ils appellent ça avec un autre terme, là. Mais bref, c'est quand même un aménagement verdi dans lequel on vient mettre de l'eau. Donc, c'est un bref aperçu, très rapidement. Et on va commencer par la biodiversité à la ville de Montréal. Et on espère que tout ce qu'on fait, en fait, toute l'implantation de nos ouvrages, des ouvrages donc végétalisés, mais qui est drainant, favorise la biodiversité. Et pour ça, là, je vais vous présenter un petit peu une mise en contexte là, du milieu dans lequel nous travaillons. Donc, nous sommes en Amérique du Nord. C'est pas du tout l'Europe. Avec ce que c'est. Vous voyez ici la grande vallée du Saint-Laurent avec le Grand Lac. Donc, on est dans un réseau hydrographique d'eau douce, un des plus grands au monde. Et on agit sur ce réseau-là. Donc, vous voyez Montréal au centre. Donc, on est à mi-chemin entre New York et on est dans la vallée avec Québec et Toronto avec les Grands Lacs jusqu'à Chicago. Tout ça est en amont et coule donc vers l'océan, le golfe du Saint-Laurent. Et nous sommes en plein milieu sur une île comme ça, en plein milieu de l'eau, avec une montagne sur-dessus. Donc, il y a des reliefs. Et on agit sur ce territoire-là, nous, à la Ville de Montréal, à l'intérieur de nos pouvoirs et de nos budgets. Et on espère que ce que l'on fait va influencer aussi d'autres acteurs dans le reste du Québec et dans le reste du Canada. Donc, on s'inscrit dans un milieu quand même, dans une mouvance, on fait une tendance internationale. Et c'est ça qui nous amène à la coopération avec le GREI, avec Hervé de la métropole de Lyon et d'autres acteurs que vous allez connaître aujourd'hui aussi de la ville de Québec et de d'autres organismes. Là. Donc, on est une espèce de communauté, je dirais, une éco-communauté, et on agit tous ensemble pour le bien-être de la planète et des citoyens. Alors voilà, ça c'est la mise en contexte. Et donc, vous voyez le fleuve, la ville, la montagne, et les orages et les défis que nous posent les changements climatiques. Donc, à Montréal, on a aussi des événements pluviaux de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, et on agit là-dessus depuis les 10, 15, 20 dernières années. Donc, il y a une évolution. Voilà. Donc, on agit au niveau de l'urgence climatique, donc dans la lutte contre les changements climatiques,
principalement donc l'idée de réduire les émissions de GES. Ça, c'est disons, une orientation et des positions qu'on veut prendre pour justement toute l'idée de la décarbonisation de nos milieux de vie est basée sur la façon de s'adapter au changement climatique. Donc, ça suppose aussi que les gens vont s'adapter et qu'on va aussi on va aussi influencer pour qu'on ait des changements sociétaux à l'intérieur de notre communauté, notre collectivité en même temps. Et on travaille aussi à la Ville de Montréal. Donc, j'ai oublié de dire que, donc moi, je travaille dans un département qui s'occupe de la rue. Donc, j'agis sur la rue, sur le domaine public. Je n'agis pas sur les parcs, je n'agis pas sur l'immobilier, sur les maisons. Ça, il y a d'autres groupes avec lesquels nous travaillons. Donc, nous travaillons aussi en partenariat à l'intérieur de la Ville de Montréal, tous ensemble, vers un même but qui est décarbonisation, amélioration des milieux de vie et en utilisant, nous, sur quoi nous pouvons agir, qui est le domaine public, qui est la rue. Donc, il y a des gens qui s'occupent des pistes cyclables, il y a des gens qui s'occupent des grands parcs avec lesquels nous sommes partenaires. Et aussi, tous les gens qui construisent à la Ville de Montréal, les ingénieurs, et ça nous demande de les influencer pour qu'on puisse travailler ensemble pour arriver à faire des solutions qui sont durables. Donc ici, je vais vous montrer, on travaille beaucoup autour de nos grands objectifs que l'on suit, comme par exemple nos plans de verdissement, nos plans de canopée, nos plans de résilience partent à travers des guides ou en fait des orientations que d'autres départements à la ville, comme le Bureau de la transition écologique et de la résilience, qu'on appelle le BTER, nous travaillons ensemble pour pouvoir, eux, ils nous demandent ce qu'on est capable de faire, puis nous, on leur dit comment on pourra le faire, puis ils nous donnent des guides, et nous, on utilise leurs orientations pour dire, ben voilà, tel projet, nous allons augmenter le verdissement en plantant, je sais pas moi, 2 fois plus d'arbres et en déminéralisant 4 fois plus de surface, mais basé sur des orientations, des guides que le bureau nous donne. Donc, on s'aide, en fait. On est comme une mutualisation entre les deux. Vous allez voir, ma première partie, c'est sur la biodiversité, puis la deuxième partie, c'est sur... Je vais vous montrer des exemples de ce qu'on a fait en termes de SFN. Et la dernière partie, c'est une solution... je vais vous montrer comment à l'île Montréal, on a pris en compte le projet d'arbre de pluie qui était propre à Lyon et on a utilisé les principes et on en a fait un arbre de pluie à Montréal. Comme Lyon a pris une partie des CI que je l'ai montré et en a essayé d'en faire à Montréal. Donc, nous, on est en partage d'expertise. Donc, évidemment, le plan climat 2020-2030, qui est basé sur la ville résiliente et la ville carboneutre, a des trucs. Donc, on se donne des targets, si je veux dire, des cibles. Et, entre autres, d'arriver avec des niveaux d'au moins 55% sur 90 en 2030. Bon, on sait tous que c'est des cibles, mais ça nous permet d'avancer. Même si on les atteint pas, au moins, on s'en va dans la bonne direction. Donc, évidemment, devenir carboneutre d'ici 2050, comme par exemple la ville de Vancouver à Montréal, au Canada. Eux, en 2050, ils veulent devenir la ville la plus verte au monde. Donc, ils se donnent un objectif. Nous, c'est d'être carboneutre 2050. Alors, augmenter la résilience, la capacité d'adaptation de la collectivité, évidemment, c'est tout de mettre en place des outils, de mettre en place aussi des solutions, en fait, des ouvrages qu'on construit, parce que nous, on est dans la construction, donc on construit dans la rue, donc on est dans l'adaptation de la rue, donc avec des voitures, avec des véhicules, avec les piétons, les cyclistes, et dans l'espace qui nous reste. Donc, souvent, on a des compromis à faire ou on a aussi des choix à faire. Et c'est là qu'on dit tout le temps qu'il
les individus, les citoyens doivent participer aux solutions pour pouvoir accepter ou en tout cas être plus résilients par rapport à ce que nous, on a comme objectif d'atteindre. Par exemple, la carboneutralité en 2050. Donc, et mobiliser la communauté montréalaise. J'y arrivais. Ça va? C'est bon. OK. Donc, le plan climat, donc, je vous montre ça parce que c'est ce qui va nous amener à plus de biodiversité sur notre territoire, sur l'île de Montréal. Donc, c'est 46 actions groupées dans 5 secteurs prioritaires. Je vais vous montrer dans lesquels nous travaillons. Donc, une première, c'est la mobilisation de la communauté à Montréal. Le deuxième, c'est la gouvernance. Évidemment, il faut se donner des outils pour pouvoir arriver à nos objectifs. Évidemment, d'être à la ville, d'être l'exemple à la ville. T'sais, on peut pas, à chaque fois qu'on prend un projet, on présente toujours ce qui est la solution la meilleure, pour on essaie de savoir comment on va y atteindre, on va être capable de la construire, en fait, de l'implanter. Les bâtiments, comme je vous ai dit, ben moi, je n'agis pas sur les bâtiments, mais il y a d'autres groupes qui font la même chose, des toits verts, toute l'adaptation aux bâtiments. Et moi, je travaille, et nous, notre groupe, nous sommes sur la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement. Donc, ça comprend tout ce qui est le domaine public, les parcs, les grands parcs. Et on a la particularité à Montréal d'avoir 19 arrondissements, mais 19 arrondissements qui sont pas nécessairement comme ceux à Lyon, je pense, dans la métropole, avec des pouvoirs dans les arrondissements qui deviennent nos partenaires, en fait. Donc, à chaque fois que nous, parce que moi, je travaille dans le Grand Montréal, donc on appelle ça la ville-centre, et on fait affaire avec, quand on vient travailler dans un arrondissement, tout le temps, on vient travailler avec des partenaires. Donc, on est toujours en partenaire entre l'arrondissement qui, eux, sont beaucoup plus proches des citoyens que nous, au central. Donc, on a toujours besoin d'eux. Et des fois, ça peut être problématique ou ça peut nous aider à donner des solutions qui sont différentes de ce qu'on pensait. Et on arrive à un résultat où l'ensemble des acteurs sont satisfaits. Donc, les cibles, je vais vous montrer rapidement où on essaie d'arriver puis où on en s'en va. Le nombre d'arbres plantés. Donc, l'objectif en 2030, c'est 500 000. On pourrait même parler de 2 milliards. En tout cas, ça, c'est tous des chiffres, mais on essaie de l'en planter. On en plante 180 000. L'idée, c'est que quand je prends un projet, on travaille beaucoup avec des projets avec l'opportunité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a 50 arbres existants, j'en veux 100. J'en veux 50 de plus. Puis, toutes les espèces que je veux mettre des espèces différentes pour pouvoir travailler la biodiversité. Ça, c'est des objectifs que l'on a. Je vais vous le montrer plus loin. Les superficies des milieux naturels, la cible, c'est 10% de protégés, mais on en a 7,6. L'indice, enfin, l'état de vulnérabilité aux différents aléas climatiques, qui est souvent des observations qualitatives. Des fois, il n'y a pas tout à fait tout le temps des chiffres derrière ça. Donc, on est quand même, on sait que on veut diminuer l'état de vulnérabilité, mais on sait que depuis 2015, les vagues de chaleur sont en augmentation. On a des pluies abondantes tout le temps. OK, les tempêtes destructrices sont en diminution, mais on a des chasseresses et des crues de plus en plus. Donc, il faut agir par rapport à ça. Et la superficie des îlots de chaleur, on veut les diminuer. Ça, c'est sûr. Donc, à chaque fois que je prends une rue ou en fait un tronçon, je me suis donné un objectif de 10% d'infra verte drainante, en fait, ou de solutions foncières de la nature, soit de la déminéralisation, de la végétalisation ou de la plantation. Donc, on vise toujours 10% ou plus, si on est capable. Puis quand on n'a pas le 10%, il faut justifier pourquoi on ne l'a pas. Voilà, donc financement des solutions fondées sur la nature, il y a différents programmes. Vous voyez des fonds d'atténuation, un plan d'économie verte 2030, 2 milliards d'arbres qui est au niveau national. Donc, l'action 46, c'est d'investir de plus en plus dans l'adaptation, en particulier avec des infrastructures vertes.
Et des nouveaux financements, on en a déjà parlé, des mesures d'éco-fiscalité et des recherches de nouvelles opportunités. Il y a l'effet, il y a on prend en compte au niveau, le niveau économique. Évidemment, on nous demande tout le temps combien ça coûte. Puis comme Marion l'a dit, on a des bénéfices, puis on se rend compte que c'est toujours plus profitable de faire comme du neuf, basé sur des solutions fondées sur la nature, que de faire des projets d'ingénierie. Et nous, on a comme changé un petit peu grâce à nos actions que l'on a fait, on a réussi à créer une tendance où les ingénieurs maintenant repensent à des nouvelles façons de faire. Donc, on a des ressources à l'île de Montréal, donc plusieurs guides qui s'est fait, donc Montréal 2030, qui est un plan stratégique. Le plan climat, je vous en ai parlé. Oui, voilà. On avait aussi, depuis les années 2010-2015, des plans avec d'adaptation au changement climatique. C'est ce qui nous a permis de faire des projets depuis 10-15 ans. Et la stratégie montréalaise pour une ville résiliente. Alors, d'autres stratégies basées sur la participation des citoyens, entre autres sur l'alimentation, comme vous l'avez dit. Donc, un projet d'agriculture urbaine, des tests climat par rapport à ce rencontre pour contribuer à la lutte. Donc, les changements climatiques, à savoir, des fois, les gens se disent, je me situe comment par rapport à mes actions? Ou est-ce que je suis un être éco-responsable, par exemple? On a des petits tests. Et on a aussi des indicateurs, des cartes, des relevés de canopées, de toutes sortes de niveaux. Ça, c'est disponible en ligne. Alors ici, c'était une carte sur l'indice de vulnérabilité des communautés à Montréal. Donc, il y a des secteurs qui sont privilégiés, il y a des secteurs qui sont non privilégiés. Donc, on essaie d'agir à différents endroits et on essaie d'avoir on développe des programmes et des projets pour améliorer les endroits où c'est très vulnérable. Donc, il y a ça. Donc, grosso modo, un des documents que l'on a émis dernièrement, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité, le PUM, pour des objectifs à atteindre en 2050. C'est une révision de notre plan d'urbanisme des années 90. Donc, basé sur la déminéralisation et le verdissement, donc sur la résilience et des objectifs de biodiversité. C'est pour ça que je l'ai montré aujourd'hui. Donc, l'idée, puis de la biodiversité dans les critères, donc on a parlé dans les différents critères. Donc, ça va plus loin de ce que moi je peux faire, mais je m'inscris dans la mouvance. Donc, par exemple, il y a des projets de déminéralisation, c'est-à-dire qu'avec les citoyens, il y a des programmes de déminéraliser, de transformer les cours d'école, parce qu'on a quand même beaucoup d'écoles, comme ici, partout, mais souvent, les cours d'école ont toutes été construits dans les années 60 en bitume. Alors, on vient faire des programmes, par exemple, comme ça, puis on implique les citoyens à enlever du bitume, de l'asphalte, puis à planter, puis à faire des bassins de plantation. Évidemment, pourrait être drainant, mais déjà, c'est une bonne action. En fait, c'est une action qui va dans le sens de la résilience. Je vais vous le montrer comme ça ici. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est la plantation d'arbres pour limiter les impacts des îlots de chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'on a, en fait, au niveau écologique, quand on voulait mettre en place du verdissement ou mettre des cellules de biorétention ou des saillies drainantes, on disait tout le temps, c'est bon pour la communauté, c'est bon pour les îlots de chaleur, c'est bon à ramener des insectes, des pollinisateurs. Donc, on s'inscrit dans cette idée-là en se débarrassant du bitume. Et on a des projets de plantation et d'arbres et d'arbustes un peu partout. Entre autres, on a un partenariat qui s'appelle Sauverdi sur un campus de l'Université Concordia à Montréal. Donc, et tout ça est relié avec des indices de canopée, entre autres. On a avec le service des grands parcs de la Ville de Montréal. On a un répertoire géoréférencé, donc en SIGS,
pour qu'ils montent, entre autres, l'indice de canopée et l'indice de verdissement sur l'île de Montréal. On a aussi un plan pour l'avenir de l'eau de Montréal. Montréal a subi des inondations dans certains secteurs par le passé. Donc, on a un répertoire des zones vulnérables aux inondations basé sur l'idée de la ville éponge. La Sponge Cities, on en a déjà parlé ici à Lyon lors d'événements comme Novatec en 2019. Donc, on a repris cette idée-là. Cette idée-là suit son chemin. Et notre mairesse, quand on présente des projets de places résilientes ou de parcs résilients ou de rues résilientes, elle emploie cette idée-là. Donc, c'est des idées qu'on a repris ici, que j'ai dû donner au bureau de transition idéologique, qui, eux, ont relié ça à la mairesse. Et quand elle fait un projet, elle dit « Ah oui, mais Montréal va devenir une ville éponge. » Donc, au coin, mes actions sont pas vaines. Donc, ils portent sur quelque chose. Donc, on a ça. Donc, par exemple, comment on va faire ça? Que la ville soit résiliente aux inondations. Enfin, surtout, nous, c'est surtout au niveau des pluies de ruissellement. Ben, on a l'idée, je vais vous le montrer plus loin. Là, je suis dans la partie biodiversité, un parc qui a été transformé en espace résilient dans un nouveau domaine, donc un parc qui est inondable. On a aussi un projet pour promouvoir la biodiversité au niveau des pollinisateurs, donc les abeilles, tout ça, les insectes, donc de faire de plus en plus de prairies ou de faire des champs fleuris pour favoriser cette idée-là. Donc, on a un plan de protection jusqu'en 2027. Ah oui, c'est correct, c'est bon. Alors ici, réhabilitation des berges publiques grâce au génie végétal par l'usage des phytotechnologies. Ça, c'est souvent c'est relié des fois sur... on utilise des ouvrages de génie végétal pour travailler sur l'érosion des berges. Puis en même temps, ben, on va utiliser ces ouvrages-là pour promouvoir l'accès à l'eau par les citoyens, par des plages ou par des accès. Parce que l'île, un des phénomènes à Montréal, c'est souvent les Montréalais ne savent pas qu'il y a de l'eau autour, puis qu'on vit sur une île. Donc, l'idée, c'est de faire qu'il y ait un Montréal bleu, en fait. Et je pense que Pascal Rouillet va vous en parler avec la trame bleu-verte. On est dans cette idée-là. Donc, et aussi, finalement, pour tout ce qui est des outils pour favoriser la biodiversité, on a avec l'Espace pour la vie, c'est le Jardin botanique de Montréal, qui a une société québécoise de la phytotechnologie affiliée avec l'Université de Montréal, qui travaille beaucoup sur la phytotechnologie et la phytorémédiation. C'est-à-dire qu'ils s'utilisent, en gros, là, rapidement, c'est d'utiliser des plantes pour décontaminer. Et entre autres ici, c'est décontaminer des zones qui ont été polluées par des hydrocarbures, qui étaient des sites là, de stockage des biocarburants. Donc là, ils avaient fait une expérimentation avec des îlots de plantation, surtout avec des salix, des saules. Et ça fonctionnait au niveau du terre. Donc la plante en stocke les hydrocarbures et en décontamine une partie, en détruit une partie. Et c'est prometteur par rapport à ça. Donc, tout ça pour m'arriver dans ma partie principale qui est, je vais vous montrer rapidement, en fait, des exemples de solutions fondées sur la nature à la Ville de Montréal. Ah, c'est bon, c'est correct. On est dans les temps. C'est bon, correct, super. Un petit peu de haut, parfait. On est même en avance, donc on a le temps. Oui, parce que là, je suis à la moitié de ma présentation. Ça va comme ça jusqu'à maintenant? J'espère que les gens... Donc, je vais vous donner un petit peu les résultats que l'on a. Puis, c'est basé sur deux types, en tout cas, sur le territoire pour lequel je travaille, c'est-à-dire l'emprise de rue, l'emprise des places publiques. On a des espaces de parcs, des parcs ou des espaces résilients, puis on a des infravertes sur rue. Donc, vous voyez ici, dans la cible 2022-2024, on avait 9000 mètres cubes d'eau gérée, donc en volume, et on avait 8500 mètres carrés
d'infraverts. Donc, ça veut dire... Attends, le pointeur, c'est quoi, le pointeur? C'est ça ici. Non. C'est quoi le pointeur? C'est tout en haut, c'est là. Regarde. Ici, là. Ah oui, OK. Cool, j'apprends des choses. Ah, voilà. 26 projets, l'équivalent de 7 piscines olympiques. On aime bien ça, mettre ça en piscine olympique. Je sais pas pourquoi. 18 projets en conception, 31 étapes. Les infraverts, 71 projets, d'équivalent de 4 terrains de soccer. On a 33 projets en conception. Ça vous va? Au niveau des prévisions, ici, 2025, on a presque 7000 mètres cubes pour 7 projets. C'est beaucoup d'eau à gérer sur une rue. Je pense que Hervé aimerait ça que c'est la même chose à Lyon. Donc, ça, on a quand même on aime ça. Et dans les infraverts ici, non, de 2011 à 2019, on a fait l'équivalent de cellules. Disons une cellule, je pourrais vous dire, c'était peut-être, disons, 10 par 5, 10 mètres par 5 mètres, disons. Mais là, en conception, on en a 860, en construction 875, puis en conception 440. Donc, c'est en augmentation. Ouais, plus loin, je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Et donc, tout ça, c'est en augmentation. Donc, la ville devient de plus en plus résiliente, on pense, on espère. Et elle devient de plus en plus verte. Donc, on a des objectifs aussi de verdissement et de déminéralisation. Un changement pratique de la majorité. Hein, ce que je vais vous montrer ici, c'est que on a, ouais, quand on dit 117 millions, on a profité d'un projet de subvention à la Ville de Montréal jusqu'en 2024, jusqu'à l'année dernière, de 117 millions qui a été donné sur les projets. Et on a aussi un répertoire de nos infravertes maintenant en SIGS, sur un système d'information géographique sur la ville de Montréal qui nous donne le positionnement de nos infrastructures vertes. Donc, toutes les cellules, si on zoome sur la carte, on va pouvoir savoir que comme on peut savoir s'il y a une rue ou s'il y a un arbre, ben on va savoir s'il y a une infraverte. Ça, c'est intéressant. Et aussi, les places publiques, bon, ça donne pas grand-chose, mais quand même, de plus en plus, on a on espère que sur l'île, on pourra atteindre jusqu'à 25% de surface verte et 40% de canopée. Donc, que les arbres matures puissent ombrager et donner des chaleurs. Et 2025, pour les 10 prochaines années, on a réussi à avoir un financement de 15 millions de dollars qui est donné par le ministère de l'Environnement et d'autres ministères aussi au niveau provincial. Donc, nous, les municipalités à Montréal, on relève du provincial, on relève de Québec, de la province de Québec. Et ce que je veux dire sur ça aussi, c'est que, ouais, je pourrais vous le dire tout de suite, OK, l'espace vert, ouais, ça, je vais vous le dire. Alors, j'ai repris la photo comme ça, les exemples. L'idée, c'est que les espaces, comme par exemple, ici, l'eau coule, au lieu de couler chez les résidents dans les caves, ben, ils vont couler dans un espace vert. C'est ce qui est l'idée de l'espace vert ou du parc résilient. C'est l'idée du Water Square à Rotterdam. On est parti de ça en 2010. Puis on avait un conseiller en aménagement, Rémi Aff, à la Ville de Montréal, qui nous disait, il faut que vous fassiez un Water Square. Parce que moi, je suis allé le voir à Rotterdam. Puis ça fait son petit bonhomme de chemin. On a fait autre chose parallèlement, jusqu'à temps qu'on puisse faire de plus en plus des espaces et je vais vous montrer plus loin. Et l'idée, c'est qu'on a justement, ici, c'est un exemple de parc où l'eau s'accumule et l'eau, en peu de temps, va retourner, soit s'infiltrer ou va retourner lentement au réseau unitaire. Donc, l'idée de l'espace public résilient, c'est qu'à l'eau de la rue et par une rétention portée dans un espace fonctionnel, puis au lieu de choisir d'être inondé plutôt que de subir. Parce que nous, à la Ville de Montréal, on a beaucoup de réclamations lors des pluies torrentielles d'eau qui percole dans les caves et ça inonde les citoyens et on a des réclamations. Donc,
c'est un très bon investissement. Alors voilà. Donc, un exemple, j'ai commencé par les exemples, par les espaces résilients, les parcs résilients. C'en est un, le parc Pierre Dansereau. Je vous l'ai mis, parce que je l'avais, c'est les capacités de 640 mètres cubes d'eau qui est possible. Ça veut dire quand même des pluies centenaires qu'on pourrait réagir sans que l'eau de la pluie puisse déborder chez les citoyens. Donc, on voit ici l'air inondable, puis l'eau qui arrive des rues ici. Donc, évidemment, il est situé en aval pour pouvoir prendre des eaux qui coulent des quartiers qui sont en amont. Tu sais, les quartiers sont plus hauts, puis l'eau coule vers le nord et se ramasse ici, au lieu de s'en aller dans les autres. On voit ici l'eau qui est rétractée et l'idée, c'est que c'est 95% du temps, ou même 99% du temps, c'est une aire de jeu pour les citoyens, pour les citoyens du quartier. Donc, c'est ça qu'on appelle un espace résilient. C'est un espace qui peut servir à deux choses en même temps. Mais en même temps, il peut être inondable. Ça pourrait être la rue, mais des fois, on choisit la rue, mais ça peut être surtout des espaces verts. Je vais vous montrer, regardez, les enfants qui jouent, même pédale dans l'eau, ils se mettent là-dedans, comme ça, ici, plop, ils tombent dans l'eau. Ça devient même ludique pour une partie de la population. Une autre place qui est sur le plateau Mont-Royal, je pense que des gens peuvent savoir où c'est, j'imagine que les gens ont voyagé. Donc, au plateau Mont-Royal, qui est un quartier de la ville de Montréal qui est assez dense, très local, on a érigé une place Fleur de Macadam, qui est beaucoup plus petit que Pierre Dansereau, donc 160 mètres cubes d'eau, mais qui est quand même un îlot urbain. Avant ça, c'était une station-service qu'on a dépolluée, on a décontaminé, et on en a fait un parc pour les citoyens situé là, sur la rue Mont-Royal, et qui est résilient. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui arrive d'un peu partout, autour de ça, puis au lieu de s'en aller dans l'égout ou dans l'égout unitaire, s'en va ici et par décantation et retient l'eau au complet. Donc, c'est l'équivalent de 160 mètres cubes. Donc, accumulation d'eau. Puis, c'est surtout un lieu à 99% du temps où les gens sont là jusqu'à minuit du soir. Depuis le matin, c'est occupé tout le temps parce que je passe souvent par là. Des fois, je m'amuse à aller dans le parc puis je regarde les gens comme ils sont. Puis, c'est un succès. C'est un succès parce que l'arrondissement du plateau Mont-Royal a fait des aménagements temporaires sur à peu près 4-5 ans avant d'arriver au projet permanent. Ça, on fait ça beaucoup, l'idée du projet temporaire, pour habituer aussi les citoyens, pour mettre les citoyens dans le coup, dans le sens où qu'ils soient participants, on appelle ça la participation citoyenne, de plus en plus dans nos projets. Peut-être pas tous les projets, mais tous les projets qui sont quand même de certains standards et d'une certaine importance. On va impliquer les citoyens, surtout les citoyens du quartier, donc les citoyens locaux. Et ça amène une adhésion, en fait. Puis même si les citoyens veulent ça, puis on leur donne ça, ils savent pourquoi on a pu donner ça ici, on a pu réussir à construire ça. Et du coup, ils deviennent résilients, c'est-à-dire ils acceptent la situation. Ils comprennent aussi pourquoi on a fait ça. Donc, d'autres idées, regardez ici, là, l'eau qui se ramasse ici, puis des rigoles comme ça ici, en temps sec, etc., avec un aménagement évidemment paysager. Donc, ça a été construit par des architectes de paysage avec des ingénieurs. Un autre parc qui a été construit en 2024, on l'a inauguré 2023-2024, le parc Dickey-Moore, qui est un petit peu plus haut que le parc Dansereau, 70 mètres cubes, plus petit. Mais quand même, on voit bien ici, il y a vraiment des connexions depuis la chaussée sous le trottoir et qui s'amènent à l'intérieur de bassins qui sont en dépression à l'intérieur. C'est bon? On est correct? Alors, on voit ici, par exemple, ça fait comme, tu sais, quand je dis biodiversité, ben l'idée, c'est de ramener la nature en ville. Donc, oups, si je regarde juste ça ici, un petit ruisseau avec des petits cailloux. C'est quand même ingénierie, ça a quand même été construit, mais c'est quand même un ouvrage qui permet de favoriser la biodiversité par amener des oiseaux, des insectes. Quand on vient faire des tests d'inondation, il y a plein d'insectes dans le sol qui
qui quittent le sol, parce qu'on vient de les déranger, en fait. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même il y a de la vie maintenant. Et donc, comme ça, c'est bon, voilà. Donc, je vais passer des exemples d'infravertes. Donc, on appelle ça des IVD, des infravertes drainantes. On pourrait avoir une infraverte, genre, j'ai enlevé, je sais pas moi, 10 mètres cubes d'asphalte, de bitume. Et j'ai fait un bassin de plantation. Ben, c'est une infraverte, mais ça, c'est ce qu'on faisait au début. Maintenant, on a intégré l'idée de l'eau et on les appelle les infravertes drainantes. Donc, par exemple, ici, on a profité de refaire un pavillon dans un des quartiers de Montréal et on a profité de faire des aménagements verts au pourtour du bâtiment. C'est comme une opportunité. On construit puis on dit, oh, ça prend 10% d'infravertes. Alors, on l'a construit. Ils sont là ici. Ici, ça, c'était ce que je vous ai montré au début. C'est des projets en 2020-2021 d'avancée de trottoir. C'est l'idée de l'avancée de trottoir, c'est seulement un moyen pour sécuriser la traversée du piéton. Donc, au lieu de traverser 10 mètres du bitume, on va traverser seulement 4 mètres en avançant les trottoirs. Et ce qu'on fait de particulier, au début, on les faisait en béton. Après ça, on les a verdis en faisant la plantation. Ça, c'est dans l'année 2000-2010. Et 2020 ici, voilà, 2020 ici, donc, on amène l'eau de la chaussée. On l'amène avec un abaissement de trottoir, avec des ouvrages à l'intérieur, avec il y a de l'ingénierie derrière ça. Là. Il y a des substrats d'ingénierie pour la filtration ici, puis on plante avec ça. Donc, ça, il y a dans l'intersection. Et ici, avec espace fleuri, ben on a de l'eau comme ça ici, avec les plantes, tout ça. Et ça devient donc vert et plus proche de la nature en ville. Donc, des exemples rapides. Ici, on voit l'arbre qui est intégré comme ça ici, la sécurisation de ça, dans le quartier. On en a plusieurs autres ici, à différents endroits. Donc, ce que je vous ai dit, les cellules, l'augmentation des cellules, fait ça. Pour arriver à faire ça, c'est que, ah oui, ça, je vais vous le dire. Avant ça, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des projets, puis il y avait personne qui m'aidait. Bon, oui, moi, disons 2015, par exemple. 2015, on part, puis on dit, on va faire ça, puis tout le monde nous dit, faites pas ça. Fait que on a dit, oui, on va le faire pareil. Fait que là, puis en 2020, 2021, quand ils ont vu que ça fonctionnait, le service de l'eau a mis en place ce qu'on appelle une équipe d'infravertes. Donc, Marie Duguay, David Courchaine, des gens avec qui j'ai fait des projets, est devenu, depuis l'événement de ce groupe-là, là, j'ai du support. En fait, nous, on a du support. Et on a créé de la normalisation. Et ça a permis aux arrondissements, aux gens dans les arrondissements, de prendre le dessin normalisé, de l'essayer et d'en faire partout. Fait que de plus en plus, il y a eu un arrondissement en 2020, 2 arrondissements en 2021, 4 en 2020, puis aujourd'hui, sur les 19, il y en a peut-être 16 qui en font de plus en plus. Donc, c'est un succès. Donc, je vous donne des exemples comme ça ici. Donc, ça m'amène à vous parler du projet d'Avenue Papineau qui était en 2015 qu'on a fait, qui a comme un peu été un projet pilote, un projet de démonstration qui a permis de dire à la Ville de Montréal, de dire qu'on pouvait le faire. Donc, au début, quand on a présenté le projet, ils nous disaient « faites pas ça ». Puis quand on a fait présentation, ils nous ont dit, les citoyens puis les élus ont dit « pourquoi vous en faites pas plus ?» C'était comme le paradigme. Donc, l'avenue Papineau, c'était ça avant. Puis ça, c'est ça tout le temps quand on fait des projets aujourd'hui. On les fait, comme on peut pas transformer la ville de Montréal, qui est une superficie de 500 km², 500 km², c'est 50 km par 10 km. Donc, on va pas le faire tout de suite. On les fait par opportunité quand on vient changer les égouts-aqueducs ou des infrastructures souterraines. On profite de ça pour verdir et changer notre 10% de verdissement. C'est là qu'on l'utilise. Donc, c'est ça qu'on a comme situation souvent. C'est
on a hérité ça des années 60. C'est un peu comme ici, à Lyon, la même chose. Et on en a fait une espèce de boulevard, grand boulevard ici, avec un grand terre-plein de 4 mètres de large. Et toutes les cellules de biorétention sont du côté du Grand Parc. Ça, c'est un grand parc qui est l'équivalent du parc du Mont-Royal. 190 hectares. Alors, c'était une opportunité de venir s'inscrire dans le projet, dans le plan directeur ce qu'on appelle le parc Frédéric Bach, qui va devenir un parc aussi grand, puis il est en développement. Donc, on s'est inscrit là-dessus. Et on voit ici à gauche les biorétentions fleuries comme ça avec les plantations et l'eau avec les ouvrages de trop-plein avec les fameux dômes Hervé aime bien. Et ça, ça veut dire qu'on découvre qu'à l'intérieur des biorétentions, il y a des petits papillons, il y a des oiseaux qui nichent, il y a des insectes et tout ça. Voilà, c'est un exemple un peu enfantin, mais c'est quand même vrai que c'est ça. Et je voulais vous finir que Montréal, c'est une ville nordique. On a de la neige, 6 mois par année, disons 3 à 4 mois par année. Et il gèle jusqu'à -20 sur des grandes périodes. Mais on arrive quand même à en faire. Parce que souvent, les gens nous disaient, ouais, mais il y a du sel dans l'eau. Il y a du sel sur des sels de délassage. Puis ça va rentrer dans les plantes, puis les plantes vont mourir. C'est pas vrai. Donc, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Dans le sens qu'on peut en faire pareil. Fait que c'est pas on n'est pas je vais vous montrer un petit peu ce que c'est aussi. Et voilà. Là, ça m'amène à vous présenter finalement, dans la dernière partie, le projet de l'arbre de pluie. Donc, sur la rue Brébeuf. Donc, c'est un projet d'arbre de pluie d'Hervé. Alors, on a travaillé ensemble. N'est-ce pas, Hervé? C'est ça. Et on a essayé de faire une version montréalaise de ça. Mais c'est construit, mais c'est pas planté. Fait que je vais juste vous montrer comment c'est dit. Alors, grosso modo, ça, c'est une rue typique. C'est une rue typique de nos quartiers anciens à Montréal. Série de grands arbres. Ici, là, souvent des mono-espèces, soit des érables, des tilleuls ou des frênes. Des frênes qui sont en perdition maintenant à cause de la grille du frêne. Et des arbres qui sont plantés à peu près aux 10 mètres. Vous avez le trottoir, l'espace de marche, la banquette des rues, une voie de circulation, deux voies de stationnement. Et en plus, ici sur Brébeuf, on a une piste cyclable bidirectionnelle, nord-sud. Ça, c'est typique, avec la canopée, comme ça ici. Alors, on a dit, on va prendre quelques arbres et on va augmenter au niveau de la déminéralisation le carré d'arbres, puis on va l'agrandir. Non seulement on va l'agrandir, parce qu'ils ont quand même, les arrondissements fait quand même juste des petits carrés, puis au lieu d'avoir 2 mètres, ils mettent 4 mètres de long. Moi, j'ai dit, je vais en faire aussi une biorétention. C'est-à-dire, je vais en faire une infraverte drainante, et je vais utiliser la partie trottoir, la partie de chaussée ici. Je vais enlever 2 places de stationnement, puis je vais faire une infraverte dessus. Alors, ce que ça donne, c'est basé sur l'idée des arbres de pluie que j'ai piqué à Hervé. Il est bien content qu'il y ait un projet à Montréal. Alors, l'idée, c'est de la tranchée pré-drainante. Vous allez voir que j'ai pas fait tout à fait ça, mais je l'ai adapté. Mais l'idée, c'est que l'eau s'en aille près de l'arbre. Les dessins qu'on a utilisés comme ceci. Et ce qu'on fait, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est prendre un arbre, d'ouvrir la chaussée, de faire une captation, puis qu'il y a une dépression, puis l'eau descend par gravité jusqu'à un ouvrage de trop-plein ici, comme ça. Et si vraiment dans une pluie intense, l'eau peut ressortir. Donc, ça, c'est des dessins de conception. On a fait un dessin de conception ici avec mon collègue David Courchaine. Et un petit sketch que j'avais fait pour montrer un petit peu les principes avec l'eau qui s'appelle. Donc, l'arbre reste au même niveau. On fait une dépression. L'eau coule au niveau du cours d'eau, comme ça ici, du fil d'eau. Il peut rentrer et sortir. Il peut y avoir un ouvrage de trop-plein aussi. Donc, l'idée, c'est que on a fait c'est un projet par opportunisme. C'est-à-dire, on travaille beaucoup comme ça. Ici, il venait sur cet texte-là, c'est à peu près 250 mètres. Il y a un axe cyclable ici, puis un axe cyclable ici. Puis le service de l'eau vient refaire les égouts aqueducs. Donc on dit, OK, parfait, on refait toute la rue, on reconstruit tout. Je vais rajouter 4 arbres de pluie, 4 biorétentions en fait. Au lieu d'avoir une biorétention au coin, comme on fait des avances de trottoir, j'ai dit, je vais les faire ici.
Mais il a fallu que j'aie le consentement de l'arrondissement pour enlever les places de stationnement. C'est oui ou c'est non. Là, ça a été oui. Des fois, c'est non. Puis en plus, j'ai fait faire une petite place ici, publique, une petite place rue partagée, tout en pavé, avec des... Je vais vous montrer une photo, une image. Ça, c'est en construction. Et l'idée, c'est qu'on vient souligner l'axe historique de nos pistes cyclables à Montréal. La piste verte numéro 1, qui est Brébeuf et la rue Rachel, la numéro 1 et la numéro 2, puis qui s'en va au centre-ville. Donc, on a comme pris l'opportunité de aussi retravailler l'ensemble de la rue. Et donc, ce que ça donne un cours d'eau comme ça ici, une entrée d'eau ici, parce qu'on a utilisé l'ancien puisard et on l'a réhabilité en le transformant en regard de trop-plein. Et on en a fait 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Je vais vous les montrer. Ça, c'est le deuxième. Celui-là, il est fait comme ça, il est en entrée de 2. Il n'y a pas de puisard. Donc, ça va rentrer, ça va sortir. On voit la dépression. L'arbre est ici en haut. Donc, il va bénéficier de l'eau, les racines vont bénéficier de l'eau. Et on a un deuxième. Là, j'avais un deuxième puisard. Les puisards sont à peu près toujours aux 60-70 mètres existants. Donc, je les réutilise. Et un quatrième ici, comme ça ici, l'arbre est un petit peu plus haut en travers, mais l'entrée puis il y a une sortie comme ça. Donc, on voit bien un petit peu comment ils sont là. Je vous l'ai montré ici. Là. Il y a différents types, mais le principe est toujours le même. C'est qu'on vient amener l'eau. Et finalement, la petite perspective ici, donc le verdissement, ces ouvrages-là sont drainants aussi, et c'est une rue partagée avec la piste cyclable, comme ça ici, puis ça va devenir, la maison du vélo est ici, sur la rue Montréal, comme ça ici, puis ça va devenir un nouveau lieu de vie pour la ville Montréal. Tout ça basé sur l'idée que plus de biodiversité, plus de résilience, et j'espère que je vous ai convaincu qu'on est sur la bonne route. Ça va? Merci pour les questions. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Patrick Roche, Conservatoire d'espaces naturels, et puis notre casquette, je travaille sur des bassins, réhabilitation de bassins de rétention principalement, majoritairement avec des concessionnaires autoroutiers qui ont encore beaucoup de mal avec ces concepts pour des problématiques de pollution, de maintenance. Ma question par rapport à vos nombreuses expériences là-dessus, quel est est-ce que vous avez des coûts, par exemple, de maintenance? Il faut revenir sur les ouvrages, il y a du colmatage. Est-ce que vous avez des problèmes de pollution? En fait, j'ai besoin d'éléments chiffrés pour convaincre, pour pouvoir déployer ce genre de choses. Vous m'entendez, oui. Bonne question. C'est des questions qu'on se pose régulièrement. On a avec l'équipe de Provet, ils ont fait un répertoire de l'ensemble des ouvrages qu'on a jusqu'à maintenant, à savoir est-ce que l'ouvrage est en bonne condition, en bon état, en moyen état et en mauvais état, puis quels sont les moyens pour les réparer. Et avec ça, on avait aussi une tentative de chiffrer, de savoir comment on va faire pour les entretenir, puis d'où va venir les argents. Donc là, on a de l'argent pour les construire, mais on n'a pas nécessairement d'argent pour les entretenir. Là, on se pose la question de savoir quelle sorte de végétaux on pourrait mettre pour qu'il n'y ait presque pas d'entretien. Maintenant, toutes les problématiques de colmatage, des problématiques de nettoyage, ils sont réels et c'est une problématique en tant que telle. J'ai pas de réponse nécessairement à vous donner. Puis, c'est pas ce qu'on dit, c'est que c'est pas plus cher d'entretenir ça que d'entretenir une plate-bande, par exemple, qui a des graminées, des vivaces puis des arbres. Par contre, comme on en fait plus, il faut qu'il y ait un transfert entre l'espace déminéralisé puis l'espace végétalisé. Puis ça n'a pas encore suivi au niveau des
des instances financières, en fait. Et on en est là. Tout le monde en est conscient, puis on dirait qu'il n'y a personne qui est capable de savoir, ça prendrait quelques millions là, pour pouvoir... parce que là, on a la participation des citoyens qui pourraient prendre un carré d'arbres, par exemple. Je pense que ça existe aussi. Mais ça doit être un arbre sur 10. Ça, c'est pas des 10 arbres. Donc, il reste encore 9 arbres à nettoyer. Donc, ça avec les carrés d'arbres et les ouvrages des infravertes, surtout qui sont drainantes. Mais on a des équipes qui vont venir nettoyer ce qui est au niveau des hydrauliques, comme les puisards, tout ça. C'est une chose. Mais après ça, il faut qu'on ait aussi les gens, les horticulteurs, qui viennent travailler au niveau des plates-bandes. Puis souvent, ils nous disent, on les nettoie pas parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas les ressources pour le faire. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, plus ou moins. Mais j'ai pas vraiment de chiffres pour vous dire. Mais comme disait Marion, ça coûte moins cher de faire ça que de faire tout en béton. Surtout des grands bassins de rétention. Mais on en a aussi. On a des trucs, comme on dit, on a des solutions hybrides. Ça en prend. Mais de plus en plus, on s'en va vers la déminéralisation et le verdissement, la résilience. Donc, on espère qu'on a un objectif du 10% qui est lié à 5 mm d'eau. C'est-à-dire que toutes les rues, partout, notre objectif, c'est que quand il pleut 5 mm, que toutes les rues soient résilientes et au lieu de s'en aller à l'égout, ça s'en va tout de suite dans des infravertes. Puis ça, on commence par 5 mm et plus. Mais on s'est donné comme une première cible à 5. C'est déjà... C'est presque révolutionnaire dans le sens que... Puis c'est très récent, là, ça fait peut-être 5 ans. Comme je vous ai dit, quand on a fini les biorétentions sur Papineau, tout le monde disait, au début, disait, pourquoi vous faites ça? Puis là, on dit, ouais, faut en faire plus. Puis là, on a continué à en faire plus. On en est là. Merci. On a juste un petit... Je reprends un petit peu la parole. Je suis Laetitia Bacot, du coup, directrice exécutive de Lotu. Dans le cadre de Lotu, on a suivi des bassins, en fait, pendant plus de 25 ans. Et on suit encore au niveau de la métropole de Lyon. Au niveau du colmatage de l'entretien, on a même laissé... alors, ils ont eu la gentillesse de nous laisser faire, de laisser aller la végétation et de ne pas entretenir du tout les bassins. Et on voit que leur capacité à infiltrer reste très, très grande parce qu'on néglige très souvent les bords, en fait, des ouvrages qui sont les zones qui reprennent le relais quand le fond des bassins sont colmatés. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas entretenir, mais on voit que la capacité d'infiltration reste importante. Et sur le colmatage, je pense que la présence des végétaux aide à reculer en fait ce colmatage-là. On a fait des suivis très fins aussi au niveau de Lotus sur ce colmatage. Et en termes de coûts, dans le cadre du grès, on a fait des petites fiches d'informations sur les coûts d'entretien sur les différents ouvrages, les noues, les tranchées, les bassins. Et je vous remettrai peut-être après la journée avec Chloé un petit document où on a synthétisé les informations sur toutes les productions pluviales qu'on a fait au niveau du grès. Voilà, merci. Vous avez une petite question? Je pourrais rajouter un point là-dessus. Oui. Même les ouvrages que l'on a, puis à un moment donné, j'avais fait un 3 ans de suivi. J'avais donné de l'argent pour ça. Puis là, ça s'est tombé. Puis aujourd'hui, là, les plantes adventices ont pris le temps, mais hydrauliquement, ça fonctionne encore. Même s'ils sont pas bien entretenus, et ça fonctionne encore. Donc on a une question dans le chat. De quelle manière est gérée la concertation, et notamment pour ce qui concerne les places de stationnement? La suppression des places de stationnement. Plus fort la poche. La concertation se fait souvent... Dans mon expérience à moi, je sais qu'il y a quand même beaucoup de concertations qui se font dans d'autres domaines, des grands parcs. Souvent, quand ils font des réaménagements de grands parcs, ils ont des consultations citoyennes. En général, c'est que, vous savez que quand je travaille sur des projets intégrés, c'est-à-dire que je viens intégrer mon verdissement à un ensemble de travaux qui est d'une enveloppe de plusieurs millions de dollars. Moi, ce que ça me coûte moins cher, mais quand même, je viens m'intégrer, je suis quand même le chargé de projet pour tout ça. Je suis comme le maître, je suis le donneur, on dit le maître d'ouvrage, c'est ça? Je suis quand même le maître d'ouvrage. Souvent, ce qu'on va faire, soit on va faire de la formation, si on va annoncer le projet, puis quand c'est des projets importants qui comportent toutes sortes de stationnement, drainage, je sais pas moi, augmentation de la végétation, puis que ça a des impacts, puis c'est les citoyens qui le demandent, mais que ça a des impacts sur d'autres parce qu'il y en a qui sont pas
sont pas contents, en fait. On fait des portes ouvertes souvent. Tu sais, comme par exemple, on a eu un projet dernièrement, là. On a eu comme 300 personnes dans une sous-sol d'église. Puis on met des panneaux. Puis on discute avec les gens. Il y a des ateliers. Puis là, on fait affaire avec des firmes spécialisées de communication. Puis les gens, puis on donne des feedbacks sur Internet. On a un site Internet qui s'appelle Réalisons Montréal. Puis les gens peuvent venir. Surtout les pistes cyclables sont les projets les plus litigieux, en fait. Parce que souvent, il faut enlever des tas de stationnement. Puis les gens sont pas contents. Mais on fait de la participation citoyenne, soit par des portes ouvertes ou par des ateliers de participation, ou par... je sais pas qui parle de la question, là, mais je vous regarde dans la salle, mais c'est en fait... C'est la table. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ophélie Dumas, alors forêt agglomération. Moi, je reviens sur la question de l'entretien. Oui. Est-ce que toutes ces zones-là font l'objet de plans de gestion définis, validés, enfin, où c'est en fait au cas par cas, d'avoir en fait une ligne directrice pour la gestion de ces zones-là? Vous avez ça ou pas forcément? Non, ok. Non, ce qu'on a, c'est une volonté de verdir. Donc, vous avez, on dit tout le temps, quand on prend un projet, mettons sur, je sais pas moi, 600 mètres, ça représente, je sais pas moi, peut-être, multiplier ça par 20, là, disons 2000 mètres carrés. On dit là-dessus, on veut avoir au moins 10% de déminéralisation, donc de verdissement, puis on veut augmenter les arbres de rue. Donc, s'il y en a peut-être, je sais pas moi, 50, ben je vais m'arranger pour en avoir 100. Puis ça, c'est un objectif qu'on se donne, les aménagistes dans notre équipe. Puis c'est vrai aussi pour les grands projets puis pour les autres types de projets. Mais la ligne directrice, c'est les plans que je vais vous montrer, plan climat, plan de biodiversité. C'est comme ça, on travaille beaucoup par... je suis pas là en train de savoir si que j'ai vraiment planté 100 arbres. Je me dis juste, je vais planter 100 arbres. Puis si j'en plante 90, c'est correct. Si j'en plante 110, c'est correct. Mais je suis pas entré. Souvent, les élus nous demandent combien de mètres carrés, combien d'arbres. Là, il faut qu'on se creuse les manèges, puis on se dit, ouais. Mais c'est pas notre but, c'est vraiment que les projets répondent à nos objectifs. Je sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Question là-bas. Oui, bonjour, donc Kéros à nouveau. Concernant vos ouvrages d'infrastructures vertes drainantes et de stockage de l'eau en milieu urbain, c'est alimenté par le ruissellement, donc qui peut venir des routes ou des autres espaces non artificialisés, on va dire. Est-ce que vous êtes confronté ou est-ce que vous avez intégré dans votre projection les effets augmentation de la chaleur avec des surfaces qui vont être en eau stagnante et tous les risques qui sont liés à la santé publique par rapport à ça? Est-ce que c'est des freins qui ont été pris en compte? On est conscient de ça. On est conscient de ça, puis les ouvrages sont dessinés de façon à ce que l'eau ne soit pas stagnante plus que 24-48 heures. Mais c'est jamais ça. En général, il pleut, au bout d'une demi-heure, l'eau a disparu. Ils sont quand même très, très efficaces. Ça prendrait vraiment j'ai déjà vu là, des eaux, même les eaux que vous avez vues, là, on a fait des tests d'inondation, puis au bout de 5-6 heures, l'eau est disparue. Donc, c'est qu'on a une partie qui est infiltrée, il y a une partie qui n'était pas transpirée, puis il y a une petite partie par des ouvrages de réduction de débit qui retournent. Mais l'idée, c'est de soulager le réseau actuel puis de ne pas l'augmenter. Il y a un plan avec le ministère de l'Environnement partout au Québec de ne pas augmenter le réseau des égouts. S'il faut le faire, il y a des mesures de compensation. Mais en général, on arrive déjà. D'ailleurs, Papineau, c'était ça, en fait, c'est que le collecteur était en surcharge, puis avec nos ouvrages, mais il l'est plus. Fait qu'on n'a pas eu à dépenser des millions de dollars pour faire ça. Ça répond à votre question? Hein? Merci. Samina Kili, technicien PGX Agglomération. Moi, j'avais une question par rapport au verdissement. Oui. En considérant le changement climatique, est-ce que vous réfléchissez aussi aux espèces sélectionnées pour pérenniser justement les ouvrages? Ok. C'est quand est-ce que je vous posais la question parce que j'ai oublié d'en parler. C'était même une idée que je voulais faire ma présentation que sur ça. Alors, c'est l'idée de la plantation multi-espèces, hein, contrairement aux comment on dit ça, ce qu'on faisait tout le temps avant.
de planter une espèce. T'sais. On plantait des ormes, on plantait des érables ou on plantait des frênes. Puis s'il y avait une maladie, tout était fini. Ça, on a vécu ça avec les frênes. Aujourd'hui, puis ça, j'en ai parlé avec les gens des grands parcs, ils ont une cellule juste pour ça, pour la biodiversité. Ils ont un groupe juste pour favoriser la biodiversité au niveau des grands parcs. Puis on a des grands parcs nature à la ville de Montréal. Puis nous, sur nos rues, avec les arrondissements, si on a 100 arbres, on va planter à peu près entre 5 et 10 espèces différentes dans une proportion selon le type d'espèce. Puis ça, c'est un plan qui a été adopté par tous les arrondissements, chez les horticulteurs, dans les équipes de parc et nature. Donc ça, c'est suivi, c'est fini, on plante plus qu'une seule espèce. Puis maintenant, on a beaucoup de cultivars dans les pépinières pour des arbres, comme des types d'arbres, avec des espèces d'arbres qui sont résistants à certaines maladies ou certaines conditions climatiques. Et on choisit des arbres en fonction de ça aussi. Donc, trop d'eau ou pas d'eau, parce qu'on a des situations comme à Lyon de sécheresse, puis tout d'un coup, pouf, il pleut. Des grosses. Donc, il y a beaucoup d'espèces au niveau des graminées, des villages, mais aussi des arbres qui vont répondre à ces critères-là. Ça répond à votre question. Ouais. Parfait, merci. Merci. Voilà. Question ici. Nicolas. C'est bon, on est dans les temps? Ouais. Bonjour, Pauline Larieux, du bureau d'études Suez Consulting. Je me posais la question sur les objectifs que vous arrivez que vous fixez. Comme au stade projet, on a vu que c'était difficile de quantifier les bénéfices. Est-ce qu'avec votre retour d'expérience sur plusieurs aménagements, vous arrivez à quantifier les baisses de plaintes pour inondation, l'augmentation de la biodiversité, etc. Et est-ce que ça sert à convaincre pour la suite ou pas forcément? Oui, ça sert à convaincre, mais on n'a pas nécessairement de données précises, mais on se pose la question à savoir comment on va le faire. Avec justement le bureau de transition écologique, puis les gens au Grand Parc, on se pose la question comment on va réussir, puis on essaie de mettre en place. D'ailleurs, je pense qu'il y a une équipe avec l'Université du Québec à Montréal, un groupe de recherche qui se pose la question, puis il va y avoir un programme qui va être donné, puis j'espère beaucoup, parce que quand j'ai travaillé sur Papineau, c'était une des questions qu'on se disait, comment on va faire pour dire que le projet est éco-bénéfique? Comment on va dire que ça... Finalement, c'est les gens qui nous le disent, en fait. C'est la réaction des gens qui disent « Hey, ouais, ce que vous avez fait, c'est super. » On n'a pas plus de feedback que ça. Parce que si on a le feedback contraire de dire ce que vous avez fait, c'est de la merde, excusez de l'attention, ben là, on s'est trompé. Mais ça n'a jamais été ça. En général, c'est pas ça. En général, c'est genre, faites-en donc plus. Donc, ça veut dire qu'au niveau sociétal, c'est bon. Mais maintenant, comment quantifier ça? C'est une donnée qualitative, tu sais. Donc, c'est souvent par observation qu'on se rend compte que ce qu'on fait, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne au niveau, parce qu'on l'a monitoré au niveau de l'hydrologie, on l'a monitoré au niveau des capacités en volume, et ça fonctionne. Donc, pour les élus qui nous supportent, ils nous disent, ben, continuez. Autrement, ils nous diraient, arrêtez. Fait que là, on va continuer. Puis, donc, je vous ai montré, là, la courbe est en croissance. Donc, c'est pas appelé à diminuer. Au contraire, les gens se rendent compte qu'il y a des projets, les gens, ils sont conscients maintenant, là. Avant, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Maintenant, il y a des épisodes, il y a eu la pandémie, les gens sont sortis, ils ont vu l'environnement, ce que ça veut dire. Parce que l'environnement, c'est pas palpable. Tu sais, c'est comme le design. Ça dit rien à personne. Tandis que une voiture qui fait clac, 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 tu dis, ben là, elle est en mauvais état, mais une mauvaise rue qui fonctionne pas, les gens font, je sais pas ce que c'est, tu sais. Fait que là, on a des choses concrètes et tangibles qui fait qu'il y a une conscience qui s'améliore. Je peux pas plus répondre que ça, je pense. Mais on se pose la question à savoir, avec justement le ministère de l'Environnement, justement pour pouvoir dire, ben, donnez-nous plus d'argent à tous les gouvernements aussi, par rapport au changement climatique. C'est une urgence. Ça va? Moi aussi, Eric Altran, donc une question, Guy. Là, on voit que tu parles de la biodiversité, tu parles de l'association des citoyens.
on est en train de parler des indicateurs, on est en train de parler d'une vision globale, on est quand même pile poil dans les solutions fondées sur la nature et dans les indicateurs dont on nous a présenté ce matin. Est-ce que tu utilises, toi, cette notion, est-ce que tu en avais conscience de ce concept? Et après ce qu'on a vu ce matin, est-ce que tu utiliserais l'outil de l'UICN pour regarder justement et essayer de savoir si on rentrait là-dedans? Oui, non seulement ça, mais ça nous amène de l'eau au moulin. Excusez-moi le jeu de mots, là. Mais justement, parce que là, les gens nous disent, là, tu sais, par exemple, les ingénieurs qui font les travaux, ils disent, ouais, pourquoi tu fais ça, non? Pourquoi tu fais ça? C'est pas bon, ça. Ben, je dis, oui, mais regarde, là, il y a telle affaire, là, je peux leur sortir des critères, puis ils font comme, ah, OK, c'est correct, on va le faire. Tu sais, c'est comme ça. Fait qu'on convainc les gens avec des arguments. Mais justement, je vous ai montré des guides, mais je suis pas en train de lire le guide à chaque fois que je fais quelque chose, je suis pas en train de regarder le guide, puis de dire, comment on fait ça? Non, on va le faire, tu sais. Puis je me pose pas la question de savoir comment je vais le faire nécessairement dans les détails, mais on a une politique de dire par opportuniste, ben si on le fait, on va le faire. Puis là, de plus en plus, les gens embarquent. Fait que là, la roue tourne, puis il n'y a pas de retour en arrière. Alors, oui, tout le discours qu'on a au niveau des changements climatiques, au niveau de l'environnement, ça nous sert à en faire plus. Donc, on se sert de ça. Enfin, tu sais, quand il faut, ben, je l'ai. Puis là, les gens, ils comprennent. C'est ça. Évidemment, Trump, il ne comprend pas, là, mais lui, ben, il va mourir, on dit. Ben, l'idée, c'est ça, tu sais. L'idée, c'est d'avoir des outils qui nous permettent. Puis je suis content parce que souvent, des fois, je me pose la question à savoir, ouais, c'est vrai, telle affaire ou tel truc. Ben là, je suis capable d'avoir un outil de référence. Puis je suis capable d'argumenter à certains acteurs dans la ville qui pourraient remettre en question certaines choses. Donc, effectivement, c'est positif. Question. C'est bon, on a des questions? Et vous voyez que ce que je fais, c'est très pratico-pratique. Je me pose pas la question. Je suis pas en train de philosopher. Moi, je suis dans les deux mains dans la pâte, puis je fais le gâteau. Fait qu'il faut qu'il lève. Bonjour. Oui, bonjour. Et ce que je trouve super intéressant, c'est le fait que vous soyez attaché au service voirie directement. Oui. C'est super, c'est ça un peu la clé, je pense. Oui, parce que les gens de voirie, les gens de transport, c'est des bébites spéciales. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si cette politique un peu de verdissement par opportunisme, elle est écrite quelque part. Non. C'est une pratique. C'est une expertise, en fait. Ça fait partie de l'expertise professionnelle que l'on développe. Elle est de plus en plus reconnue, en fait. Peut-être qu'elle sera écrite un jour, mais elle est écrite par rapport aux 10%. Tu sais, par rapport, quand je vous ai dit le 10%, là, elle est écrite quand on fait nos présentations puis quand on donne nos orientations. Mais elle est pas mise dans une directive. Elle est pas dans une directive ou elle est pas dans une espèce de loi, par exemple. Mais on a des lois comme je vous ai dit, des lois de compensation. Mais à votre idée, c'est qu'on a d'autres outils qui nous obligent à faire certaines choses. Finalement, ça revient au même. Mais non, on n'a pas ça. Mais quand même. Mais je me fais pas de soucis par rapport à ça.